Nous sommes le vendredi 13 janvier 2012. Le navire de croisière Costa Concordia percute des rochers au large des côtes italiennes. On allait mourir noyés, on était coincés à l'intérieur. Les passagers affolés tentent de quitter le navire en train de couler. J'ai vu des gens se faire piétiner par d'autres passagers dans la panique. On se serait cru dans une scène de Titanic. La catastrophe fera 32 victimes parmi les passagers et l'équipage. Mais aujourd'hui, 20 mois plus tard, l'épave du Concordia va enfin être dégagée de sa tombe marine. Il s'agit de l'une des opérations de récupération les plus audacieuses jamais tentées. Les meilleurs ingénieurs au monde vont essayer de remettre à flot un navire plus grand que le Titanic, pour lui faire reprendre la mer. Nous allons vous faire entrer dans les coulisses de l'un des plus grands défis techniques de notre temps. Le renflouement du Costa Concordia. « 9 h du matin. Le renflouement du Costa Concordia arrive à un moment critique. Il est 9 h. Ok, on peut commencer. Après plus de 18 mois de travail, le jour est venu de redresser le navire fortement endommagé. Personne ne sait le temps que cela prendra. Et le désastre peut frapper de tous côtés. Quand on redressera le navire, on générera beaucoup de contraintes sur la coque. C'est un moment très critique du projet. On n'a pas de plan B. Le paquebot, très fragilisé, risque de se briser à tout instant. Je confirme que tout le personnel a quitté le Concordia. Mais pour Nick Sloan, le chef du projet, il est trop tard pour reculer. Personne ne sait quel est le poids du Concordia. On en saura plus d'ici 1 heure ou 2. Il y a de quoi être un peu nerveux. Lentement, on tend les câbles. Ils exercent une force de traction de 6800 tonnes. Mais 1 heure et demie après le début de l'opération, le navire n'a toujours pas bougé d'un pouce. Arrêtez tout immédiatement, passez sur le canal 7-7. Pour en arriver là, les ingénieurs ont dû repousser les limites de leur capacité technologique. Lors de son naufrage, le Concordia s'est retrouvé en position très vulnérable sur les rochers. Désormais, il est recouvert de milliers de tonnes de matériel. D'énormes caissons de flottaison ont été soudés à son flanc exposé. Il s'agit de le redresser et de le faire basculer sur une gigantesque plateforme en acier. On installera ensuite d'autres caissons de flottaison qui lui permettront de remonter graduellement à la surface. Si tout se déroule comme prévu, le Concordia sera ensuite remorqué pour être démoli. Cette opération est donc à qui tout double. Ce plan audacieux portera-t-il ses fruits? Pour le Concordia, tout a commencé voici plus d'1 an et demi. Le vendredi 13 janvier 2012, le paquebot quitte le port de Civitavecchia, près de Rome. Ce navire de croisière, l'un des plus gros et des plus luxueux au monde, transporte 4000 personnes à son bord. On y trouve entre autres un théâtre de 800 places, 4 piscines et même un casino. Jeunes mariés, David et Denise Sabat pensent avoir embarqué pour le plus beau voyage de leur vie. Je pensais que ce serait une lune de miel très romantique et que Denise tomberait amoureuse de l'Europe. La croisière s'annonçait très romantique. 2 heures et demie après le départ, le Concordia se dirige vers l'île du Giglio. Le commandant compte la longer au plus près pour offrir une vue imprenable aux passagers.
À environ 30 km/h, le navire heurte les rochers et s'ouvre comme une boîte de conserve. Les passagers n'ont aucune idée de ce qui se passe. Tout s'est mis à trembler. On a senti une énorme vibration. Le navire s'est mis à pencher d'un côté, et c'est là que j'ai sorti mon caméscope pour commencer à filmer. Les films des passagers témoignent de la terreur qui règne alors à bord. Les moteurs sont sous l'eau. Privé de propulsion, le Concordia dérive sur 2 km vers la haute mer. À bord, c'est le chaos. Les passagers se bousculent devant les canots de sauvetage. J'ai un petit enfant! Le vent commence alors à repousser le paquebot vers l'île. Il percute une deuxième fois les rochers et s'immobilise enfin. Denise et David Saba, les jeunes mariés, parviennent jusqu'à un canot. Mais ils sont encore loin d'être sauvés. Quand il s'est détaché, on s'est tous retrouvés projetés du même côté. Tout le monde hurlait. Il est tombé très violemment. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait mourir. D'un seul coup, on a senti qu'on heurtait l'eau. On a su qu'on ne risquait plus rien. On n'arrivait pas à y croire. Alors que l'eau s'engouffre dans le navire, Georgia et Dean Ananias de Los Angeles sont coincés à l'intérieur avec leurs 2 filles. Ils n'ont aucun moyen de sortir. C'est vraiment terrifiant de se dire « Ça y est, c'est sûr, je vais mourir ». On a fait une prière et on s'est dit adieu. C'est là qu'on a vu une échelle de corde sortir de nulle part. Quand on l'a vu apparaître, les gens se sont mis à hurler. Il y a eu une grosse bousculade et je me suis dit que les gens allaient mourir avant d'arriver jusqu'à l'échelle. Oui, c'était le chaos. Les gardes-côtes italiens font de leur mieux pour localiser le bâtiment échoué. Va sur la gauche, sur la gauche. Leurs caméras infrarouges scrutent l'obscurité, mais sans résultat. Lorsqu'ils trouvent enfin le Concordia, ils sont frappés d'horreur. Le voilà. Ouais, il est sous l'eau. T'as vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec d'autres passagers, la famille Ananias escalade l'échelle de corde et émerge sur la coque à demi retournée. Mais pour rejoindre les canaux de sauvetage, ils doivent affronter une dangereuse descente. La seule chose qu'on avait pour s'accrocher pendant la descente, c'était une corde très mince. Si une personne avait glissé ou fait un faux mouvement, on aurait pu tous mourir. Lorsque la famille Ananias atteint enfin le niveau de l'eau, elle doit prendre son courage à 2 mains pour sauter. Les canots de sauvetage montaient et descendaient au gré des vagues. Il fallait bien calculer son coup pour sauter. Quand j'ai vu les passagers sur le canot, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive jusque-là, moi et toute ma famille, et qu'il fallait tout faire pour ça. Je n'ai plus hésité. Ensemble, ils sautent sur le canot qui se dirige ensuite vers la terre ferme. Leurs 5h30 de cauchemar sont enfin terminées. Toute la nuit durant, on assiste au balai frénétique des canots qui emportent les survivants et les victimes jusqu'au minuscule port de l'île. Le lever du jour permet de constater l'ampleur du désastre. L'énorme rocher que le Concordia a percuté est toujours incrusté dans son flanc. Les plongeurs partent à la recherche des disparus.
Il s'agit de l'une des pires catastrophes maritimes civiles depuis le naufrage du Titanic. Tandis que les autorités cherchent à savoir ce qui s'est passé, les propriétaires du Concordia se retrouvent face à un problème de taille. Que faire de l'épave ? Ils s'adressent donc à Titan Marine. Cette entreprise, basée en Floride, a déjà réussi des renflouages risqués. Mais le Concordia dépasse de loin tout ce qu'ils ont jamais entrepris. Pour diriger l'opération, Titan Marine engage Nick Sloan, expert international en renflouage. Ensuite, on enverra un autre bateau en renfort et on rajoutera un groupe électrogène. Nick a l'habitude des opérations de grande envergure, mais l'échelle de celle-ci le laisse presque sans voix. Pour vous donner une comparaison, on peut additionner toutes les missions que j'ai effectuées jusque-là et les multiplier par 10 pour arriver au niveau du Costa Concordia. C'est la plus grosse opération de renflouage que j'ai jamais faite, et de loin. Ces plongeurs commencent par évaluer les dégâts et font une découverte capitale. Le Concordia repose sur le rebord d'une falaise sous-marine à pic. S'il bascule, il coulera 100 mètres plus bas. Quand un navire de cette taille commence à bouger, on ne peut plus l'arrêter. S'il glisse ou s'il se retourne, on ne le reverra plus. Les ingénieurs doivent désormais éviter que se produise cette nouvelle catastrophe. Le renflouage le plus audacieux jamais tenté a débuté depuis 2 heures. Le Concordia est la proie d'énormes contraintes. Dans la salle de contrôle, les responsables du projet surveillent le déroulement de l'opération. Le navire doit se dilater légèrement avant de commencer à se redresser. Enfin, les portions rouillées de la coque émergent lentement de l'eau. C'est une petite victoire. Tout le monde est rassuré de voir que tout se passe comme prévu. « 20 mois plus tôt, le Concordia était dans une position encore plus précaire. En équilibre au-dessus d'un précipice, il risquait de glisser à tout moment. L'équipe de renflouage devait trouver le moyen de l'empêcher de couler au fond de la mer. On lutte toujours contre le temps. Parfois, il suffit d'un jour pour perdre un navire. Ils doivent rapidement trouver une solution. Ils élaborent alors un plan audacieux. Ils vont fixer 16 câbles en acier au flanc gauche de l'épave. Ensuite, des plongeurs tenteront de les faire passer sous la coque et de les relier à 4 énormes blocs d'ancrage fixés à 15 mètres de profondeur dans le granit qui se trouve sous l'eau. On a dû forer le granit au marteau-piqueur, à la pelleteuse et avec d'autres machines du même genre. Bien sûr, comme c'est du granit, ça a consommé énormément de matériel. Chaque semaine, on changeait des pièces qui auraient dû tenir 1 an en temps normal. C'est un travail dangereux. Le Concordia risque à tout moment de glisser et d'écraser les plongeurs. Non sans mal, ils parviennent à passer les câbles en acier sous la coque et à les fixer au bloc d'ancrage. Les câbles sont conçus pour résister à des milliers de tonnes de tension. Cela devrait suffire à empêcher le navire de bouger. Mais les plongeurs n'ont pas le temps de se reposer sur leur laurier, car ils découvrent ensuite un autre problème très sérieux. Le Concordia ne repose que sur 2 affleurements rocheux, l'un sous la proue,
et l'autre sous la poupe. Sa vaste section centrale n'a rien pour la soutenir, ce qui impose une immense contrainte à la coque. Le navire gît tel un pont enjambant l'espace qui sépare les deux affleurements et subit donc une contrainte pour laquelle il n'a pas été conçu. Comme l'épave reposait sur ces deux rochers, cela crée une situation très dangereuse. Le Concordia peut se briser d'une minute à l'autre. Au fil du temps, avec le passage des tempêtes hivernales, le navire a commencé à se déformer. Il risquait de se casser sous le simple effet de son poids. La solution, combler le trou entre les deux rochers et la coque en y injectant 5000 tonnes de béton dans d'énormes sacs. L'opération est d'une telle ampleur qu'il leur faut faire venir leur propre usine de béton flottante pour l'amarrer devant le Concordia. On va couler entre 16 000 et 18 000 tonnes de béton dans des sacs que les plongeurs iront installer entre les deux rochers sur lesquels repose le navire. Jusqu'ici, on a déjà effectué près de 13 000 plongées. Pendant que les plongeurs sécurisent le Concordia, leurs collègues ne chôment pas. Ils doivent trouver le moyen de renflouer l'épave et les solutions proposées sont toutes plus ingénieuses les unes que les autres. On a trouvé ce qu'on avait baptisé l'antiplan. Il s'agissait d'immerger une immense barge sous la coque, de faire rouler le Concordia par-dessus, puis de la faire remonter. On avait aussi pensé à l'éventail chinois, une énorme structure sur mesure en forme d'accordéon qu'on aurait gonflé sous le navire pour le redresser. Toutes ces idées sont géniales quand on les développe devant un verre. Mais dès qu'on commence à faire les calculs, on se rend compte qu'elles ne sont pas réalisables et on revient à la case départ. Dans ce genre de situation, on procède généralement en découpant le navire. Mais avec le Concordia, les mesures standards sont inapplicables. Le navire regorge de dangers potentiels, comme des matériaux en décomposition. Il y a également à bord des tonnes de nourriture pourrie, enfermées dans des congélateurs, dont 8 tonnes de viande de bœuf. Les meubles, les draps et les affaires des passagers flottent un peu partout. Si toutes ces matières toxiques venaient polluer la pureté de ces eaux, cela entraînerait une tempête politique et un cauchemar écologique. Le plan pour lequel ils opteront devra prendre toutes ces considérations en compte. La plateforme en acier est la clé de voûte de tout le concept. Elle fournit un plan solide sur lequel ils feront pivoter l'épave. À l'aide de vérins hydrauliques qui génèrent une force de traction de 13 000 tonnes sur les câbles, ils feront tourner le Concordia pour le tirer sur la plateforme en lui faisant effectuer un mouvement de rotation. Ensuite, les 30 énormes caissons de flottaison seront fixés à la coque, puis vidés de leur eau, ce qui fera remonter le géant des mers à la surface. S'il résiste à l'opération, le Concordia quittera l'île du Giglio sans rien avoir perdu de ses matériaux toxiques. C'est un plan sûr, rapide, un plan qui n'aura quasiment aucun impact écologique sur ce magnifique endroit. Le plan est osé et regorge de dangers. C'est la première fois que l'on essaie de renflouer un navire de cette taille et c'est donc un saut dans l'inconnu. C'est une idée non conventionnelle. Elle est inédite et rien ne prouve qu'elle est viable, parce qu'elle n'a jamais été tentée. Nous devions tout concevoir en partant de rien. Elle nécessite la mise en œuvre de techniques complexes à une échelle inédite. On a dû concevoir, fabriquer et mettre en place 35 000 tonnes d'acier, soit 5 fois le poids de la Tour Eiffel. C'était une tâche titanesque. Rien de tout cela n'est standard. Si on entre dans une boutique et qu'on demande du matériel pour redresser un navire de plus de 100 000 tonnes, le vendeur risque de ne pas savoir quoi répondre. Tout a dû être conçu et construit spécifiquement pour ce projet. Pour manipuler cet équipement hors norme, ils font appel à l'une des flottes de renflouage les plus puissantes jamais assemblées. Des navires de toutes les mers du globe arrivent à la rescousse. Le Svenja fournit la puissance de levage nécessaire. Ces deux palans peuvent lever 1000 tonnes chacun. Tout se met en place juste au bon moment pour le début de l'opération.
Cette grue flottante, la M30, est l'une des plus grosses au monde. Elle peut lever pas moins de 1200 tonnes. Son équipage compte 200 hommes. C'est un peu notre QG quand on travaille au large. On y sert 18 500 repas par mois. Nous avons une équipe de forage anglaise, une autre italienne et une équipe allemande pour les calculs, des Belges et des Néerlandais. Franco Porcellacchia est l'un des membres cruciaux de l'équipe de renflouage. Il a participé à la conception du Costa Concordia et il aide aujourd'hui à en dégager l'épave. Nos plongeurs viennent des quatre coins du monde. Au dernier recensement, nous avons découvert que nous avions 21 nationalités parmi nous. Au début, ça compliquait un peu les choses. Mais désormais, je peux dire que nous travaillons véritablement comme une équipe. Mais il reste plusieurs facteurs inconnus. Il est possible que des rochers aient pénétré dans la superstructure submergée. Le Concordia serait alors coincé. Si la roche est lisse, ça ira. Mais s'il est enfoncé sur des roches pointues, on va devoir l'en arracher. Et cela rajoute plusieurs inconnus à l'équation. Ce ne sera que lorsque la rotation sera terminée qu'on aura toutes les données du problème en main. Il est 11h35 en ce jour qui est le plus important de toute la carrière de Nick Sloan. Le Concordia émerge. Mais glissera-t-il sans heurts le long des rochers? Ou bien sa coque se déchirera-t-elle pendant l'opération? L'équipe de renflouage ne peut qu'observer le déroulement de la rotation et croiser les doigts pour que la gigantesque épave en ressorte en un seul morceau. Entrez dans la matrice de la technologie. « 20 mois après s'être échoué sur la côte de l'île du Giglio, le Concordia refait parler de lui. Son renflouage est à la une de tous les médias. Des journalistes du monde entier suivent minute par minute l'évolution de la situation. Dans la salle de contrôle, Nick Sloan et ses hommes attendent nerveusement. La progression est d'une lenteur insoutenable. Enfin, au bout de 7 heures, le Concordia se détache des rochers. C'est un immense soulagement. Le navire continue à se redresser. Il y a 1 an, personne ne pouvait affirmer que cette tactique fonctionnerait. Au mois de mars 2013, c'est un défi d'un autre genre qui attend l'équipe. Après 12 mois d'efforts, le moment est venu d'installer l'énorme plateforme en acier qui servira de support au Concordia lors de sa rotation. Vu le profil de la côte, on arrive tout de suite à une profondeur de 100 mètres. S'il glisse ou s'il bascule, on le perdra. Il faut commencer par forer d'énormes trous dans la pente en granit pour y fixer la structure. La dureté de la roche, combinée à la raideur de la pente, présente un problème presque insurmontable. Imaginez que vous utilisez une perceuse manuelle sur une plaque de verre inclinée à 45 degrés. L'outil n'arrêterait pas de glisser. C'est exactement le problème qu'on a rencontré. Dès que la mèche entrait en contact avec le granit, elle rebondissait. Le premier trou nous a pris 6 semaines. Les 2 premiers mois de l'hiver ont été un véritable cauchemar. Un par un, ils finissent par forer tous les trous d'1,80 m de diamètre. Ils y insèrent ensuite 26 énormes piliers en acier. Puis, c'est l'arrivée de ces gigantesques structures en acier faites sur mesure. Elles servent à soutenir les 60 000 tonnes du Concordia. Les 3 plus gros éléments mesurent 40 mètres de long pour un poids de 1000 tonnes.
Enfin, la M30, l'une des seules grues flottantes au monde, capable de soulever un tel poids, met les plateformes en place avec une précision millimétrique. Bout à bout, leur superficie équivaut à un terrain de football et demi. Chacune de ces plateformes représente un projet de 3 ans pour les entreprises qui les fabriquent. On a réussi à les concevoir, à les construire, à les livrer et à les installer en seulement 8 mois et demi. Il faut ensuite rajouter 13 000 tonnes de sacs de béton pour combler le trou qui sépare la coque des plateformes. Six mois après le naufrage, la conception même du Concordia pose une suite infinie de problèmes aux ingénieurs. C'est la première fois qu'on tente de récupérer un bâtiment de cette taille en un seul morceau. Comme c'est un paquebot de croisière, ça le rend encore plus délicat. Conçu pour les croisières luxueuses, le Concordia est doté de ponts supérieurs ultra légers en aluminium et en verre. Ces matériaux idéaux pour créer des espaces lumineux et originaux n'offrent en revanche qu'un faible soutien structurel. Un paquebot de croisière est beaucoup moins solide qu'un pétrolier ou qu'un porte-container. À partir du pont numéro 5, tout est de plus en plus léger. Ce réseau d'espace intérieur très ouvert était autrefois le plus bel atout du Concordia. Mais maintenant qu'il repose sur le flanc, c'est devenu son plus gros point faible. Écrasé par son propre poids colossal, il a déjà perdu près de 3 mètres de largeur. La coque de l'épave a été gravement endommagée par l'accident et elle n'est pas conçue pour reposer sur le flanc. Elle est donc particulièrement vulnérable. Juin 2013. L'heure est venue d'installer les gigantesques caissons de flottaison sur le flanc exposé du navire. De la taille d'un immeuble, ils pèsent chacun 500 tonnes et joueront un rôle crucial dans le renflouage du Concordia. Il y en a 15 de chaque côté et l'un d'entre eux est énorme, aussi grand qu'un immeuble de 10 étages. Le Svenja se porte à la hauteur de l'épave pour mettre délicatement en place les énormes caissons. Il faut en fixer 11 sur le flanc gauche à l'air libre. On les soude ensuite à la coque en acier pour éviter le contact avec les ponts supérieurs, beaucoup plus fragiles. Mettons que le navire soit long comme mon bras, du sommet à la quille, et qu'on ne peut utiliser que cette partie inférieure pour le redresser. Il faut donc y fixer un poids très important pour servir de levier. C'est pour cela qu'on ne soude les caissons que sur la coque. Certains font 7 étages de haut, d'autres 11, mais ils ne sont jamais en contact avec les ponts supérieurs. Lorsque le Concordia commencera à se redresser, les caissons feront office de ballast. Pendant l'opération, ils l'empêcheront également de tourner trop rapidement. Et enfin, leur poids permettra de mettre l'épave en place sur la plateforme. Ces caissons ne sont pas de simples réservoirs, mais des éléments techniques très complexes. Ils sont divisés en plusieurs compartiments qui peuvent être remplis ou vidés séparément grâce à tout un système de valves. Chaque caisson peut être contrôlé individuellement. Ça nous donnera beaucoup de marge de manœuvre pour ajuster la flottaison quand il sera redressé. Une fois le navire en position, le rôle des caissons changera radicalement. Ils ne serviront alors plus de ballast, mais de bouée. 15 autres caissons seront fixés au flanc immergé de l'épave, puis vidés de leur eau. Ils feront ainsi office de bouées géantes qui permettront de renflouer le Concordia. Chaque caisson offre une flottabilité de 3000 tonnes pour faire remonter l'épave. D'autres caissons viennent prendre place sur la proue et sur la poupe pour le renflouage. Mais ce sont précisément les points où le Concordia est le plus faible. Le poids supplémentaire risque de briser net la coque à ces deux endroits. Comme il est endommagé, on n'a pas envie de l'alourdir encore. On les fixera donc plus tard. C'est alors qu'il découvre une nouvelle épée de Damoclès. La proue du Concordia dépasse des rochers de plus de 60 mètres, sans rien pour la soutenir.
elle s'affaiblit avec le temps et risque de se briser à tout moment, ce qui hypothèque tout le projet. Nick Sloan et ses hommes mettent donc au point une nouvelle solution radicale. Leur idée est ingénieuse, ambitieuse et monumentale. De près, ça a l'air encore plus grand. On voit à peine ceux qui sont dessus. Il s'agit d'un flotteur de soutien, mais d'une taille gigantesque. Il se placera comme une Minerve sous la proue du Concordia. C'est exactement comme un collier cervical que l'on porte lorsque l'on est blessé au cou. On va le placer de part et d'autre de la proue du Concordia, en quelque sorte pour stabiliser son cou et éviter les complications cervicales. Construit par le même chantier naval italien que le Concordia, ce flotteur est spécialement conçu pour coller à la proue avec la plus grande précision. La proue reposera entre les deux éléments qui sont taillés selon l'angle de son évasement. Ce flotteur, d'un poids de 1500 tonnes, culmine à 20 mètres de haut. Il faut mobiliser le Svenja et ses grues titanesques pour le mettre en place. Peu de grues flottantes sont capables de soulever 1500 tonnes et de les installer avec une précision d'1 mètre. Aidé par une technologie satellite ultra précise, le Svenja se positionne à la perfection et fait lentement descendre le flotteur. Le Svenja utilise un système de positionnement dynamique qui repose sur une liaison satellite et un câble relié au fond marin. Cela lui permet de maintenir sa position à 20 cm près pendant le levage. Le flotteur est rempli d'eau, placé sous la proue du Concordia, puis fixé à l'aide d'attaches géantes en acier. La construction et la mise en place de ce flotteur de soutien était peut-être l'étape la plus difficile de tout le projet. Le gilet de sauvetage métallique du Concordia est enfin en place. Le plus gros problème qui se pose à nous, c'est de dégager cette structure très fragile en un seul morceau. Tous les autres composants de l'opération, la conception des plateformes, le forage des trous dans le granit pour les fixer, l'installation des caissons de flottaison sur la coque, ou encore le flotteur, qui est un projet gigantesque à lui tout seul, ce sont autant d'immenses défis techniques que nous avons réussi à surmonter. Une seule question reste encore en suspens. Comment générer la puissance nécessaire pour dégager l'épave géante du Concordia des rochers? La solution se trouve dans les espèces de grosses seringues rouges soudées sur le sommet du navire. Il s'agit de vérins hydrauliques à traction de câbles. Les câbles entrent sous le vérin et ressortent au-dessus. Ils sont saisis par un piston hydraulique qui les tire en appliquant une force de 500 tonnes. À l'intérieur, on trouve un tube qui se referme sur le câble et le tire sur 400 mm. Ensuite, le tube relâche le câble, revient à son point de départ 400 mm plus bas, s'agrippe à nouveau dessus et recommence l'opération. À charge maximale, on arrive à avancer de 3,50 m à l'heure. Ces vérins sont plus puissants que n'importe quel remorqueur. Les vérins à traction de câble sont très lents, mais ils offrent beaucoup de puissance et de contrôle. Les câbles de la première série de vérins passent sous l'épave et se fixent sur la gauche du navire. Les vérins sont abrités dans des tourelles sur mesure érigées entre l'épave et la côte. Du côté de la côte, on a 22 vérins d'une capacité de 500 tonnes chacun, ce qui donne une force de retenue de 11 000 tonnes. Si l'épave glissait ne serait-ce que de 50 cm, les forces seraient telles que les dégâts seraient énormes. La deuxième série de vérins est soudée aux caissons de flottaison et leurs câbles sont reliés à la plateforme métallique sous le Concordia. Pendant l'opération de renflouement du navire, les deux séries de vérins travaillent ensemble. La première pour assurer la rotation et la deuxième pour maintenir le navire en place. Il faut qu'il soit aussi stable que possible. C'est comme si vous faisiez tourner une règle sur une plaque de glace. Si vous ne la tenez pas en place par un bout, la règle va forcément glisser. 17 heures. 8 heures après le début de l'opération, les choses semblent se dérouler comme prévu.
Visiblement, les vérins sont à la hauteur de la tâche. Le Concordia est remonté de 10 degrés. Mais soudain, tout s'arrête. Pour Nick Sloan, l'expert chargé de renflouer l'épave du plus gros naufrage des dernières décennies, c'est une très longue journée. Lorsqu'il a quitté son hôtel à 5 h du matin, il a été harcelé par la presse, qui voulait connaître ses impressions sur le défi titanesque qui l'attendait. Il a ensuite embarqué sur un navire pour se diriger vers la salle de contrôle, située sur une barge amarrée devant le Concordia. Il est 9 h. À 9 h du matin, il vérifie que tout le monde a bien quitté le navire échoué. Je confirme que tout le personnel a quitté le Concordia. Maintenant, le redressement de l'épave peut commencer. Ok, on monte de 10%. Mais 8 heures plus tard, il y a un problème. Arrêtez tout immédiatement. Passez sur le canal 7-7. Tout se fige. Une équipe d'intervention rapide va voir de plus près. Quelques-uns des énormes câbles qui servent à redresser le navire risquent de s'en mêler. Il faut agir vite. Ils ont été formés aux techniques d'alpinisme pour pouvoir travailler sur la coque inclinée. Ils parviennent à régler le problème. Mais Nick vient de perdre une précieuse heure de luminosité. Maintenant, ils vont devoir affronter l'obscurité. L'opération destinée à redresser le navire a débuté voici plus de 9 heures. Elle atteint un nouveau point crucial. En entamant la rotation, nous générons une énorme contrainte sur la partie inférieure tribord de la coque qui pourrait s'affaisser. Si cela se produit, cela changera le point de pivot du navire et on en arrivera au point où on ne pourra plus le faire pivoter. C'est donc un problème très sérieux. Les heures s'écoulent. Et le Concordia continue à se redresser lentement. Tout semble se dérouler comme prévu. La coque du navire s'avère assez solide pour encaisser les forces colossales qui s'exercent sur elle. L'équipe de renflouage est sur le pied de guerre depuis 15 heures. Il est désormais minuit. L'opération va se poursuivre tard dans la nuit. Le Concordia a fait une rotation d'environ 25 degrés. Un nouveau moment critique s'annonce à l'horizon. Le navire commence à se redresser sous l'effet de son propre poids. Les forces retombent et le bâtiment commence à se retourner tout seul. C'est là qu'on entame l'équilibrage complexe des caissons pour l'aider à finaliser la rotation. Ensuite, on arrive à l'étape finale où on procède à l'équilibrage définitif pour mettre doucement l'épave en place sur les plateformes. La puissance des vérins à traction de câble n'est plus nécessaire. À 2 heures du matin, le Concordia a gagné 10 degrés supplémentaires. Un peu plus de 17 heures après le début de l'opération, le navire est presque d'aplomb.
Le danger est désormais que la rotation s'avère trop forte. Mais les gigantesques caissons de flottaison fixés sur la gauche du paquebot le stabilisent comme prévu. Enfin, un peu avant 4 heures du matin, le Concordia est redressé. Tout le poids du géant déchu repose désormais sur les plateformes en acier. L'équipe fait retentir ses sirènes pour célébrer cette victoire. Soulagés et ravis, Nick Sloan et Richard Habib mettent pied à terre, où ils sont accueillis en héros. Il n'y a eu aucune fuite, aucune pollution, et le bateau est parfaitement redressé. Lorsque le jour se lève, le spectacle des dégâts subis par le navire est époustouflant. On identifie sans mal à quel endroit il a atterri sur les 2 affleurements rocheux. Des rideaux, des bagages, toutes sortes de débris sont parfaitement visibles. Le Concordia est redressé. Et l'étape la plus difficile du renflouage est terminée. Mais il reste encore beaucoup de défis à venir. L'an prochain, ces mêmes hommes fixeront de nouveaux caissons de flottaison sur le flanc tribord. Et il faudra des semaines pour les vider. Et le Concordia sera de nouveau à flot. Son remorquage se fera très lentement. Ils avanceront à 3 km/h pour éviter la moindre contrainte superflue sur la coque. Ce ne sera qu'une fois l'épave entièrement découpée que Nick Sloan et ses collègues seront arrivés au terme de la tâche herculéenne qui leur a été assignée. Traduction Frédéric Grut, avec les voix de Franck Sportis, Stéphane Ronchevski, Yann Pichon, Thierry Casazian, Gilles Duin-Tissier et Anne-Laure Gruet. Beau, très fragilisé, risque de se briser à tout instant. Je confirme que tout le personnel a quitté le Concordia. Mais pour Nick Sloan, le chef du projet, il est trop tard pour reculer. Personne ne sait quel est le poids du Concordia. On en saura plus d'ici 1 heure ou 2. Il y a de quoi être un peu nerveux. Lentement, on tend les câbles. Ils exercent une force de traction de 6800 tonnes. Mais 1 heure et demie après le début de l'opération, le navire n'a toujours pas bougé d'un pouce. Arrêtez tout immédiatement, passez sur le canal 7-7. Pour en arriver là, les ingénieurs ont dû repousser les limites de leur capacité technologique. Lors de son naufrage, le Concordia s'est retrouvé en position très vulnérable sur les rochers. Désormais, il est recouvert de milliers de tonnes de matériel.
d'énormes caissons de flottaison ont été soudés à son flanc exposé. Il s'agit de le redresser et de le faire basculer sur une gigantesque plateforme en acier. On installera ensuite d'autres caissons de flottaison qui lui permettront de remonter graduellement à la surface. Si tout se déroule comme prévu, le Concordia sera ensuite remorqué pour être démoli. Cette opération est donc à qui tout double. Ce plan audacieux portera-t-il ses fruits? Pour le Concordia, tout a commencé voici plus d'1 an et demi. Le vendredi 13 janvier 2012, le paquebot quitte le port de Civitavecchia, près de Rome. Ce navire de croisière, l'un des plus gros et des plus luxueux au monde, transporte 4000 personnes à son bord. On y trouve entre autres un théâtre de 800 places, 4 piscines et même un casino. Jeunes mariés, David et Denise Sabat pensent avoir embarqué pour le plus beau voyage de leur vie. Je pensais que ce serait une lune de miel très romantique. Et que de... Pour lui faire reprendre la mer. Nous allons vous faire entrer dans les coulisses de l'un des plus grands défis techniques de notre temps. Le renflouement du Costa Concordia. « 9 h du matin. Le renflouement du Costa Concordia arrive à un moment critique. Il est 9 h. Ok, on peut commencer. Après plus de 18 mois de travail, le jour est venu de redresser le navire fortement endommagé. Personne ne sait le temps que cela prendra. Et le désastre peut frapper de tous côtés. Quand on redressera le navire, on générera beaucoup de contraintes sur la coque. C'est un moment très critique du projet. On n'a pas de plan B. Le paquebot. Nous sommes le vendredi 13 janvier 2012. Le navire de croisière Costa Concordia percute des rochers au large des côtes italiennes. On allait mourir noyés, on était coincés à l'intérieur. Les passagers affolés tentent de quitter le navire en train de couler. J'ai vu des gens se faire piétiner par d'autres passagers dans la panique. On se serait cru dans une scène de Titanic. La catastrophe fera 32 victimes parmi les passagers et l'équipage. Mais aujourd'hui, 20 mois plus tard, l'épave du Concordia va enfin être dégagée de sa tombe marine. Il s'agit de l'une des opérations de récupération les plus audacieuses jamais tentées. Les meilleurs ingénieurs au monde vont essayer de remettre à flot un navire plus grand que le Titanic. Nice tomberait amoureuse de l'Europe. La croisière s'annonçait très romantique. 2h30 après le départ, le Concordia se dirige vers l'île du Giglio. Le commandant compte la longer au plus près pour offrir une vue imprenable aux passagers. À environ 30 km/h, le navire heurte les rochers et s'ouvre comme une boîte de conserve. Les passagers n'ont aucune idée de ce qui se passe. Tout s'est mis à trembler. On a senti une énorme vibration. Le navire s'est mis à pencher d'un côté, et c'est là que j'ai sorti mon caméscope pour commencer à filmer. Les films des passagers témoignent de la terreur qui règne alors à bord.
Son renflouage est à la une de tous les médias. Des journalistes du monde entier suivent minute par minute l'évolution de la situation. Dans la salle de contrôle, Nick Sloan et ses hommes attendent nerveusement. La progression est d'une lenteur insoutenable. Enfin, au bout de 7 heures, le Concordia se détache des rochers. C'est un immense soulagement. Le navire continue à se redresser. Il y a 1 an, personne ne pouvait affirmer que cette tactique fonctionnerait. Au mois de mars 2013, c'est un défi d'un autre genre qui attend l'équipe. Après 12 mois d'efforts, le moment est venu d'installer l'énorme plateforme en acier qui servira de support au Concordia lors de sa rotation. Vu le profil de la côte, on arrive tout de suite à une profondeur de 100 mètres. S'il glisse ou s'il bascule, on le perdra. Il faut commencer par forer d'énormes trous dans la pente en granit pour y fixer la structure. La dureté de la roche, combinée à la raideur de la pente, présente un problème presque insurmontable. Imaginez que vous utilisez une perceuse manuelle sur une plaque de verre inclinée à 45 degrés. L'outil n'arrêterait pas de glisser. C'est exactement le problème qu'on a rencontré. Dès que la mèche entrait en contact avec le granit, elle rebondissait. Le premier trou nous a pris 6 semaines. Les 2 premiers mois de l'hiver ont été un véritable cauchemar. Un par un, ils finissent par forer tous les trous d'1,80 m de diamètre. Ils y insèrent ensuite 26 énormes piliers en acier. Puis, c'est l'arrivée de ces gigantesques structures en acier faites sur mesure. Elles servent à soutenir les 60 000 tonnes du Concordia. Les 3 plus gros éléments mesurent 40 mètres de long pour un poids de 1000 tonnes. Enfin, la M30, l'une des seules grues flottantes au monde capable de soulever un tel poids, met les plateformes en place avec une précision millimétrique. Bout à bout, leur superficie équivaut à un terrain de football et demi. Chacune de ces plateformes représente un projet de 3 ans pour les entreprises qui les fabriquent. On a réussi à les concevoir, à les construire, à les livrer et à les installer en seulement 8 mois et demi. Il faut ensuite rajouter 13 000 tonnes de sacs de béton pour combler le trou qui sépare la coque. Les câbles sont conçus pour résister à des milliers de tonnes de tension. Cela devrait suffire à empêcher le navire de bouger. Mais les plongeurs n'ont pas le temps de se reposer sur leur laurier, car ils découvrent ensuite un autre problème très sérieux. Le Concordia ne repose que sur 2 affleurements rocheux, l'un sous la proue et l'autre sous la poupe. Sa vaste section centrale n'a rien pour la soutenir, ce qui impose une immense contrainte à la coque. Le navire gît tel un pont enjambant l'espace qui sépare les 2 affleurements et subit donc une contrainte pour laquelle il n'a pas été conçu. Comme l'épave reposait sur ces 2 rochers, cela crée une situation très dangereuse. Le Concordia peut se briser d'une minute à l'autre. Au fil du temps, avec le passage des tempêtes hivernales, le navire a commencé à se déformer. Il risquait de se casser sous le simple effet de son poids. La solution, combler le trou entre les 2 rochers et la coque en y injectant 5000 tonnes de béton dans d'énormes sacs. L'opération est d'une telle ampleur qu'il leur faut faire venir leur propre usine de béton flottante pour l'amarrer devant le Concordia. On va couler entre 16 000 et 18 000 tonnes de béton dans des sacs que les plongeurs iront installer entre les 2 rochers sur lesquels repose le navire. Jusqu'ici, on a déjà effectué près de 13 000 plongées.
Pendant que les plongeurs sécurisent le Concordia, leurs collègues ne chôment pas. Ils doivent trouver le moyen de renflouer l'épave et les solutions proposées sont toutes plus ingénieuses les unes que les autres. On a trouvé ce qu'on avait baptisé l'antiplan. Il s'agissait d'immerger une immense barge sous la coque, de faire rouler le Concordia par-dessus, puis de la faire remonter. On avait aussi pensé à l'éventail chinois, une énorme structure sur mesure en forme d'accordéon qu'on aurait gonflé sous le navire pour le redresser. Toutes ces idées sont géniales quand on les développe devant un verre. Mais dès qu'on commence à faire les calculs, on se rend compte qu'elles ne sont pas réalisables et on revient à la case départ. Dans ce genre de situation, on procède généralement en découpant le navire. Mais avec le Concordia, les mesures standards sont inapplicables. Le navire regorge de dangers potentiels, comme des matériaux en décomposition. Il y a également à bord des tonnes de nourriture pourrie, enfermées dans des congélateurs, dont 8 tonnes de viande de bœuf, l'une des plus grosses au monde. Elle peut lever pas moins de 1200 tonnes. Son équipage compte 200 hommes. C'est un peu notre QG quand on travaille au large. On y sert 18 500 repas par mois. Nous avons une équipe de forage anglaise, une autre italienne et une équipe allemande pour les calculs, des Belges et des Néerlandais. Franco Porcellacchia est l'un des membres cruciaux de l'équipe de renflouage. Il a participé à la conception du Costa Concordia et il aide aujourd'hui à en dégager l'épave. Nos plongeurs viennent des 4 coins du monde. Au dernier recensement, nous avons découvert que nous avions 21 nationalités parmi nous. Au début, ça compliquait un peu les choses. Mais désormais, je peux dire que nous travaillons véritablement comme une équipe. Mais il reste plusieurs facteurs inconnus. Il est possible que des rochers aient pénétré dans la superstructure submergée. Le Concordia serait alors coincé. Si la roche est lisse, ça ira. Mais s'il est enfoncé sur des roches pointues, on va devoir l'en arracher. Et cela rajoute plusieurs inconnus à l'équation. Ce ne sera que lorsque la rotation sera terminée qu'on aura toutes les données du problème en main. Il est 11h35 en ce jour qui est le plus important de toute la carrière de Nick Sloan. Le Concordia émerge. Mais glissera-t-il sans heurts le long des rochers? Ou bien sa coque se déchirera-t-elle pendant l'opération? L'équipe de renflouage ne peut qu'observer le déroulement de la rotation et croiser les doigts pour que la gigantesque épave en ressorte en un seul morceau. Entrez dans la matrice de la technologie. « 20 mois après s'être échoué sur la côte de l'île du Giglio, le Concordia refait parler de lui. Son renflouage est à la une de tous les médias. Des journalistes du monde entier suivent minute par minute l'évolution de la situation. Dans la salle de contrôle, Nick Sloan et ses hommes attendent nerveusement. La progression est d'une lenteur insoutenable. Enfin, au bout de 7 heures, le coup. Pendant l'opération, ils l'empêcheront également de tourner trop rapidement. Et enfin, leur poids permettra de mettre l'épave en place sur la plateforme. Ces caissons ne sont pas de simples réservoirs, mais des éléments techniques très complexes. Ils sont divisés en plusieurs compartiments qui peuvent être remplis ou vidés séparément grâce à tout un système de valves. Chaque caisson peut être contrôlé individuellement. Ça nous donnera beaucoup de marge de manœuvre pour ajuster la flottaison quand il sera redressé. Une fois le navire en position, le rôle des caissons changera radicalement. Ils ne serviront alors plus de ballast, mais de bouée. 15 autres caissons seront fixés au flanc immergé de l'épave, puis vidés de leur eau. Ils feront ainsi office de bouées géantes qui permettront de renflouer le Concordia.
Chaque caisson offre une flottabilité de 3000 tonnes pour faire remonter l'épave. D'autres caissons viennent prendre place sur la proue et sur la poupe pour le renflouage. Mais ce sont précisément les points où le Concordia est le plus faible. Le poids supplémentaire risque de briser net la coque à ces deux endroits. Comme il est endommagé, on n'a pas envie de l'alourdir encore. On les fixera donc plus tard. C'est alors qu'il découvre une nouvelle épée de Damoclès. La proue du Concordia dépasse des rochers de plus de 60 mètres, sans rien pour la soutenir. Elle s'affaiblit avec le temps et risque de se briser à tout moment, ce qui hypothèque tout le projet. Nick Sloan et ses hommes mettent donc au point une nouvelle solution radicale. Leur idée est ingénieuse, ambitieuse et monumentale. De près, ça a l'air encore plus grand. On voit à peine ceux qui sont dessus. Il s'agit d'un flotteur de soutien, mais d'une taille gigantesque. Il se placera comme une Minerve sous la proue du Concordia. C'est exactement comme un collier cervical que l'on porte lorsque l'on est blessé au cou. On va le placer de part et d'autre de la proue du Concordia, en quelque sorte pour stabiliser son cou et éviter les complications cervicales. Construit par le même chantier naval italien que le Concordia, ce flotteur est spécialement conçu pour coller à la proue avec la plus grande précision. La proue reposera entre les deux éléments qui sont taillés selon l'angle de son évasement. Au mois de mars 2013, c'est un défi d'un autre genre qui attend l'équipe. Après 12 mois d'efforts, le moment est venu d'installer l'énorme plateforme en acier qui servira de support au Concordia lors de sa rotation. Vu le profil de la côte, on arrive tout de suite à une profondeur de 100 mètres. S'il glisse ou s'il bascule, on le perdra. Il faut commencer par forer d'énormes trous dans la pente en granit pour y fixer la structure. La dureté de la roche, combinée à la raideur de la pente, présente un problème presque insurmontable. Imaginez que vous utilisez une perceuse manuelle sur une plaque de verre inclinée à 45 degrés. L'outil n'arrêterait pas de glisser. C'est exactement le problème qu'on a rencontré. Dès que la mèche entrait en contact avec le granit, elle rebondissait. Le premier trou nous a pris 6 semaines. Les 2 premiers mois de l'hiver ont été un véritable cauchemar. Un par un, ils finissent par forer tous les trous d'1,80 m de diamètre. Ils y insèrent ensuite 26 énormes piliers en acier. Puis, c'est l'arrivée de ces gigantesques structures en acier faites sur mesure. Elles servent à soutenir les 60 000 tonnes du Concordia. Les 3 plus gros éléments mesurent 40 mètres de long pour un poids de 1000 tonnes. Enfin, la M30, l'une des seules grues flottantes au monde capable de soulever un tel poids, met les plateformes en place avec une précision millimétrique. Bout à bout, leur superficie équivaut à un terrain de football et demi. Chacune de ces plateformes représente un projet de 3 ans pour les entreprises qui les fabriquent. On a réussi à les concevoir, à les construire, à les livrer et à les installer en seulement 8 mois et demi. Il faut ensuite rajouter 13 000 tonnes de sacs de béton pour combler le trou qui sépare la coque des plateformes. Six mois après le naufrage, la conception même du Concordia pose une suite infinie de problèmes aux ingénieurs. C'est la première fois qu'on tente de récupérer un bâtiment de cette taille en un seul morceau. Comme c'est un paquebot de croisière, ça le rend encore plus délicat. Conçu pour les croisières luxueuses, le Concordia est doté de ponts supérieurs ultra légers en aluminium et en verre. Ces matériaux idéaux pour créer des espaces lumineux et originaux n'offrent en revanche qu'un faible soutien structurel. Un paquebot de croisière est beaucoup moins solide qu'un pétrolier ou qu'un porte-container. À partir du pont numéro 5, tout est de plus en plus léger.
Ce réseau d'énormes rochers que le Concordia a percuté est toujours incrusté dans son flanc. Les plongeurs partent à la recherche des disparus. Il s'agit de l'une des pires catastrophes maritimes civiles depuis le naufrage du Titanic. Tandis que les autorités cherchent à savoir ce qui s'est passé, les propriétaires du Concordia se retrouvent face à un problème de taille. Que faire de l'épave ? Ils s'adressent donc à Titan Marine. Cette entreprise, basée en Floride, a déjà réussi des renflouages risqués. Mais le Concordia dépasse de loin tout ce qu'ils ont jamais entrepris. Pour diriger l'opération, Titan Marine engage Nick Sloan, expert international en renflouage. Ensuite, on enverra un autre bateau en renfort et on rajoutera un groupe électrogène. Nick a l'habitude des opérations de grande envergure, mais l'échelle de celle-ci le laisse presque sans voix. Pour vous donner une comparaison, on peut additionner toutes les missions que j'ai effectuées jusque-là et les multiplier par 10 pour arriver au niveau du Costa Concordia. C'est la plus grosse opération de renflouage que j'ai jamais faite, et de loin. Ces plongeurs commencent par évaluer les dégâts et font une découverte capitale. Le Concordia repose sur le rebord d'une falaise sous-marine à pic. S'il bascule, il coulera 100 mètres plus bas. Quand un navire de cette taille commence à bouger, on ne peut plus l'arrêter. S'il glisse ou s'il se retourne, on ne le reverra plus. Les ingénieurs doivent désormais éviter que se produise cette nouvelle catastrophe. Le renflouage le plus audacieux jamais tenté a débuté depuis 2 heures. Le Concordia est la proie d'énormes contraintes. Dans la salle de contrôle, les responsables du projet surveillent le déroulement de l'opération. Le navire doit se dilater légèrement avant de commencer à se redresser. Enfin, les portions rouillées de la coque émergent lentement de l'eau. C'est une petite victoire. Tout le monde est rassuré de voir que tout se passe comme prévu. « 20 mois plus tôt, le Concordia était dans l'heure. 8 heures après le début de l'opération, les choses semblent se dérouler comme prévu. Visiblement, les vérins sont à la hauteur de la tâche. Le Concordia est remonté de 10 degrés. Mais soudain, tout s'arrête. Pour Nick Sloan, l'expert chargé de renflouer l'épave du plus gros naufrage des dernières décennies, c'est une très longue journée. Lorsqu'il a quitté son hôtel à 5 heures du matin, il a été harcelé par la presse, qui voulait connaître ses impressions sur le défi titanesque qui l'attendait. Il a ensuite embarqué sur un navire pour se diriger vers la salle de contrôle, située sur une barge amarrée devant le Concordia. Il est 9 heures. À 9 heures du matin, il vérifie que tout le monde a bien quitté le navire échoué. Je confirme que tout le personnel a quitté le Concordia. Maintenant, le redressement de l'épave peut commencer. Ok, on monte de 10%. Mais 8 heures plus tard, il y a un problème. Arrêtez tout immédiatement. Passez sur le canal 7-7. Tout se fige. Une équipe d'intervention rapide va voir de plus près.
Quelques-uns des énormes câbles qui servent à redresser le navire risquent de s'en mêler. Il faut agir vite. Ils ont été formés aux techniques d'alpinisme pour pouvoir travailler sur la coque inclinée. Ils parviennent à régler le problème. Mais Nick vient de perdre une précieuse heure de luminosité. Maintenant, ils vont devoir affronter l'obscurité. Le Concordia se dirige vers l'île du Giglio. Le commandant compte la longer au plus près pour offrir une vue imprenable aux passagers. À environ 30 km/h, le navire heurte les rochers et s'ouvre comme une boîte de conserve. Les passagers n'ont aucune idée de ce qui se passe. Tout s'est mis à trembler. On a senti une énorme vibration. Le navire s'est mis à pencher d'un côté, et c'est là que j'ai sorti mon caméscope pour commencer à filmer. Les films des passagers témoignent de la terreur qui règne alors à bord. Les moteurs sont sous l'eau. Privé de propulsion, le Concordia dérive sur 2 km vers la haute mer. À bord, c'est le chaos. Les passagers se bousculent devant les canots de sauvetage. J'ai un petit enfant! Le vent commence alors à repousser le paquebot vers l'île. Il percute une deuxième fois les rochers et s'immobilise enfin. Denise et David Saba, les jeunes mariés, parviennent jusqu'à un canot. Mais ils sont encore loin d'être sauvés. Quand il s'est détaché, on s'est tous retrouvés projetés du même côté. Tout le monde hurlait. Il est tombé très violemment. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait mourir. D'un seul coup, on a senti qu'on heurtait l'eau. On a su qu'on ne risquait plus rien. On n'arrivait pas à y croire. Alors que l'eau s'engouffre dans le navire, Georgia et Dean Ananias de Los Angeles sont coincés à l'intérieur avec leurs 2 filles. Ils n'ont aucun moyen de sortir. C'est vraiment terrifiant de se dire « Ça y est, c'est sûr, je vais mourir ». On a fait une prière et on s'est dit adieu. C'est là qu'on a vu une échelle de corde sortir de nulle part. Quand on l'a vu apparaître, les gens se sont mis à hurler. Il y a eu une grosse bousculade. L'autre sous la poupe. Sa vaste section centrale n'a rien pour la soutenir, ce qui impose une immense contrainte à la coque. Le navire gît tel un pont enjambant l'espace qui sépare les 2 affleurements et subit donc une contrainte pour laquelle il n'a pas été conçu. Comme l'épave reposait sur ces 2 rochers, cela crée une situation très dangereuse. Le Concordia peut se briser d'une minute à l'autre. Au fil du temps, avec le passage des tempêtes hivernales, le navire a commencé à se déformer. Il risquait de se casser sous le simple effet de son poids. La solution, combler le trou entre les 2 rochers et la coque en y injectant 5000 tonnes de béton dans d'énormes sacs. L'opération est d'une telle ampleur qu'il leur faut faire venir leur propre usine de béton flottante pour l'amarrer devant le Concordia.
On va couler entre 16 000 et 18 000 tonnes de béton dans des sacs que les plongeurs iront installer entre les deux rochers sur lesquels repose le navire. Jusqu'ici, on a déjà effectué près de 13 000 plongées. Pendant que les plongeurs sécurisent le Concordia, leurs collègues ne chôment pas. Ils doivent trouver le moyen de renflouer l'épave et les solutions proposées sont toutes plus ingénieuses les unes que les autres. On a trouvé ce qu'on avait baptisé l'antiplan. Il s'agissait d'immerger une immense barge sous la coque, de faire rouler le Concordia par-dessus, puis de la faire remonter. On avait aussi pensé à l'éventail chinois, une énorme structure sur mesure en forme d'accordéon qu'on aurait gonflé sous le navire pour le redresser. Toutes ces idées sont géniales quand on les développe devant un verre. Mais dès qu'on commence à faire les calculs, on se rend compte qu'elles ne sont pas réalisables et on revient à la case départ. Dans ce genre de situation, on procède généralement en découpant le navire. Mais avec le Concordia, les mesures standards sont inapplicables. Le navire regorge de dangers potentiels, comme des matériaux en décomposition. Il y a également à bord des tonnes de nourriture pourrie, enfermées dans des congélateurs, dont 8 tonnes de viande de bœuf. Les meubles, les draps et les affaires des passagers flottent un peu partout. Si toutes ces matières toxiques venaient polluer la pureté de ces eaux, cela entraînerait une tempête politique et un cauchemar écologique. Le plan pour lequel ils opteront devra prendre toutes ces considérations en compte. La plateforme en acier est la clé de voûte de tout le concept. Elle fournit un plan solide sur lequel ils feront pivoter l'épave. À l'aide de vérins hydrauliques qui génèrent une force de traction de 13 000 tonnes sur les câbles, ils feront tourner le Concordia pour le tirer sur la plateforme en... D'autres 11, mais ils ne sont jamais en contact avec les ponts supérieurs. Lorsque le Concordia commencera à se redresser, les caissons feront office de ballast. Pendant l'opération, ils l'empêcheront également de tourner trop rapidement. Et enfin, leur poids permettra de mettre l'épave en place sur la plateforme. Ces caissons ne sont pas de simples réservoirs, mais des éléments techniques très complexes. Ils sont divisés en plusieurs compartiments qui peuvent être remplis ou vidés séparément grâce à tout un système de valves. Chaque caisson peut être contrôlé individuellement. Ça nous donnera beaucoup de marge de manœuvre pour ajuster la flottaison quand il sera redressé. Une fois le navire en position, le rôle des caissons changera radicalement. Ils ne serviront alors plus de ballast, mais de bouée. 15 autres caissons seront fixés au flanc immergé de l'épave, puis vidés de leur eau. Ils feront ainsi office de bouées géantes qui permettront de renflouer le Concordia. Chaque caisson offre une flottabilité de 3000 tonnes pour faire remonter l'épave. D'autres caissons viennent prendre place sur la proue et sur la poupe pour le renflouage. Mais ce sont précisément les points où le Concordia est le plus faible. Le poids supplémentaire risque de briser net la coque à ces deux endroits. Comme il est endommagé, on n'a pas envie de l'alourdir encore. On les fixera donc plus tard. C'est alors qu'ils découvrent une nouvelle épée de Damoclès. La proue du Concordia dépasse des rochers de plus de 60 mètres, sans rien pour la soutenir. Elle s'affaiblit avec le temps et risque de se briser à tout moment, ce qui hypothèque tout le projet. Nick Sloan et ses hommes mettent donc au point une nouvelle solution radicale. Leur idée est ingénieuse, ambitieuse et monumentale. De près, ça a l'air encore plus grand. On voit à peine ceux qui sont dessus. Il s'agit d'un flotteur de soutien, mais d'une taille gigantesque. Il se placera comme une Minerve sous la proue du Concordia. C'est exactement comme un collier cervical que l'on porte lorsque l'on est blessé au cou. On va le placer de part et d'autre de la proue du Concordia, en quelque sorte pour stabiliser son cou et éviter les complications cervicales. Construit par le même chantier naval italien que le Concordia,
ce flotteur est spécialement conçu pour coller à la proue. Toujours pour perdre un navire. Ils doivent rapidement trouver une solution. Ils élaborent alors un plan audacieux. Ils vont fixer 16 câbles en acier au flanc gauche de l'épave. Ensuite, des plongeurs tenteront de les faire passer sous la coque et de les relier à 4 énormes blocs d'ancrage fixés à 15 mètres de profondeur dans le granit qui se trouve sous l'eau. On a dû forer le granit au marteau-piqueur, à la pelleteuse et avec d'autres machines du même genre. Bien sûr, comme c'est du granit, ça a consommé énormément de matériel. Chaque semaine, on changeait des pièces qui auraient dû tenir 1 an en temps normal. C'est un travail dangereux. Le Concordia risque à tout moment de glisser et d'écraser les plongeurs. Non sans mal, ils parviennent à passer les câbles en acier sous la coque et à les fixer au bloc d'ancrage. Les câbles sont conçus pour résister à des milliers de tonnes de tension. Cela devrait suffire à empêcher le navire de bouger. Mais les plongeurs n'ont pas le temps de se reposer sur leur laurier, car ils découvrent ensuite un autre problème très sérieux. Le Concordia ne repose que sur 2 affleurements rocheux, l'un sous la proue et l'autre sous la poupe. Sa vaste section centrale n'a rien pour la soutenir, ce qui impose une immense contrainte à la coque. Le navire gît tel un pont enjambant l'espace qui sépare les 2 affleurements et subit donc une contrainte pour laquelle il n'a pas été conçu. Comme l'épave reposait sur ces 2 rochers, cela crée une situation très dangereuse. Le Concordia peut se briser d'une minute à l'autre. Au fil du temps, avec le passage des tempêtes hivernales, le navire a commencé à se déformer. Il risquait de se casser sous le simple effet de son poids. La solution, combler le trou entre les 2 rochers et la coque en y injectant 5000 tonnes de béton dans d'énormes sacs. L'opération est d'une telle ampleur qu'il leur faut faire venir leur propre usine de béton flottante pour l'amarrer devant le Concordia. On va couler entre 16 000 et 18 000 tonnes de béton dans des sacs que les plongeurs iront installer.